Les attentats du 13 novembre 2015 en France, revendiqués par l'organisation terroriste État islamique Daesh, sont une série de fusillades et d'attaques suicides islamiques perpétrées dans la soirée à Paris et dans sa périphérie par 3 commandos distincts. On déplore 130 morts et plus de 400 blessés. Tout avait commencé dans la matinée du 13 novembre par une série d'alertes à la bombe, et notamment à l'hôtel de l'équipe d'Allemagne qui devait affronter l'équipe de France en match amical. Nous sommes le 13 novembre 2015, les terrasses des cafés sont pleines et bruyantes en cette soirée de vendredi. Tandis que la jeunesse se presse dans les quartiers de l'Est parisien en profitant de l'étonnante douceur du soir, l'équipe de France joue son match amical contre l'Allemagne. Il est 21h20. 6 attaques coordonnées en 33 minutes. Tout commence à 21h20 au Stade de France. Un bruit assourdissant. À l'extérieur de l'enceinte porte D, un kamikaze vient de se faire exploser. Le début de la série d'attentats. 5 minutes plus tard, rue Alibert, deuxième attaque. Les terrasses d'un bar et d'un restaurant, le Petit Cambodge, viennent d'être prises pour cible. 3 assaillants, selon les témoins, à bord d'une Seat noire. Ils sont armés de Kalachnikov. Ils visent les terrasses du 10e et 11e arrondissement. 21h32, rue de la Fontaine-au-Roi, un nouveau bar est mitraillé. Puis un autre, 4 minutes plus tard, à 2 km de la rue de Charonne. À chaque fois, la même Seat noire est aperçue. Les mêmes rafales entendues. Le chauffeur de ce véhicule est à quelques mètres. Ça tire, ça tire gros. Gros, ça tire, recule. Recule gros, ça tire. Entre-temps, au Stade de France, 21h30, une deuxième explosion. Un autre kamikaze déclenche sa bombe, cette fois porte H. Le public est retenu aux abords du stade. Je comprends parfaitement. Juste pour l'instant, on vous demandera juste de rester au niveau des escaliers, s'il vous plaît. Ouais, non, on n'a pas le droit de sortir du stade. On doit attendre, par mesure de sécurité, ils veulent pas qu'on sorte. Là, on a peur, donc on aimerait rentrer chez nous assez rapidement. Je suis avec 3 enfants là, donc j'ai qu'une envie, c'est de partir vite. Les spectateurs craignent d'emprunter les transports en commun. Alors certains taxis décideront de faire des courses gratuites. Première détonation, donc on a cru que c'était un mortier, enfin un pétard quoi. Donc comme tout supporter, on a crié de joie, on pensait pas que c'était des grenades. Et la deuxième en fait était juste derrière nous, on a même senti les vibrations au niveau des sièges. À Saint-Denis, les autorités sont parvenues à évacuer 80 000 personnes, avec le sentiment que le bilan ici aurait pu être beaucoup plus lourd. Versailles et directement, boum, ça a explosé devant moi. Donc tout est parti en éclats, j'ai ressenti les projectiles et tout. Je suis tombé, je me suis relevé. Donc voilà, ça c'est le portable qui a pris le coup, mais c'est ce qui m'a sauvé. Sinon ma tête, ça partait en éclats. Aucun doute, les attentats sont coordonnés. 21h40, une Polo noire se gare devant le Bataclan. Des spectateurs assistent à un concert de rock. 1500 personnes dans la salle. Je me retourne et je vois des gens qui rentrent en courant. Et moi, j'ai le réflexe de me plonger au sol. Voilà. Et moi, je plonge au sol et c'est ce qui m'a sauvé parce que c'est allé très vite après. Oui. Vous entendez quoi à ce moment-là, au sol? Alors, au sol, moi, j'entends donc ces tirs qui continuent. Je comprends que... Enfin, je vois qu'il y a d'autres gens qui tombent. Moi, je suis face contre terre, donc je vois pas les gens qui rentrent, mais je vois des gens qui tombent. Je sens des gens qui me tombent dessus, vous voyez. Moi, au départ, je pensais effectivement peut-être plus à un peu comme aux États-Unis, qui est encore arrivé dernièrement, enfin des tireurs solitaires ou voilà des. Vous entendez à un moment les terroristes? Je les entends et effectivement, ils disent vous tuez nos frères en Syrie et nous on est là. Alors pour moi, ça durait pas. Enfin, la totalité a duré plusieurs heures, mais nous. Les terroristes étaient vraiment dans l'entrée, avaient une position stratégique vraisemblablement pour faire le plus de victimes possible, et ils étaient peut-être à 5 mètres de nous, et ils sont restés à cet endroit-là pendant un quart d'heure, 20 minutes, sans discontinuer en tirant. Il n'y a que 7 ou 8 clients dans la pizzeria, les serveurs discutent derrière le bar, quand soudain, les verres volent en éclats.
Les clients se réfugient sous les tables. Un employé fonce vers la cave. On ne l'entend pas sur ces images de vidéosurveillance, mais les tirs sont extrêmement nourris. Le tireur est en haut à gauche, armé de sa kalachnikov. Une femme assise en terrasse est blessée au bras. Elle court se réfugier derrière le bar, suivie par un homme qui se jette au sol. Le tireur se retourne et vise dans une autre direction. Accroupie derrière le bar, la serveuse réconforte la cliente blessée. D'autres clients en profitent pour s'échapper ailleurs dans la rue ou à l'étage. Dans la salle, des clients se collent contre les murs, sous les chaises, terrorisés. Puis l'homme revient, sur la terrasse. Il pointe sa kalachnikov sur 2 femmes cachées sous les tables. Est-ce que son arme s'enraye? Il ne tire pas. Miraculeusement indemne, une première femme se relève. Puis la seconde. Elle s'enfuit. La voiture du commando est juste devant la terrasse. Le tireur monte à bord et disparaît. Les 2 femmes derrière le bar rejoignent à leur tour la cave. Elles ne savent pas que c'est fini. Puis un homme entre dans le restaurant. Il prévient ceux qui se cachaient. Le voici qui remonte avec le responsable de la pizzeria. Hébété. Sidéré. Le gérant prend son téléphone. Il n'arrive pas à composer le numéro des secours. Un à un, les clients cachés sous les tables se relèvent, vivants. Ensemble, ils choisissent de se mettre à l'abri, au sous-sol. Le gérant appelle enfin à l'aide. L'attaque a duré à peine plus d'1 minute. 5 personnes sont mortes sur la terrasse et dans la rue. Et je me suis retrouvé bloqué en plein milieu de mon chemin, en plein milieu de la fosse. J'ai dû m'allonger parce que les 3 terroristes étaient déjà à l'intérieur en train de tirer avec vraiment des rafales, des tirs fournis. Quand j'ai vu qu'ils commençaient à recharger leurs armes, qu'il y avait un flottement, qu'il n'y avait plus de tirs, à ce moment-là, je me suis levé et j'ai crié pour qu'un maximum de gens sortent en leur montrant que les gens venaient, sortez vite par là. Didi ouvre une autre issue de secours située passage Saint-Pierre-Amelot. Cette vidéo, tournée par un journaliste du Monde, a été prise quelques minutes après. C'est la panique, il y a encore des tirs. Didi va faire entrer une 50aine de personnes à quelques mètres dans cette résidence universitaire. Myriam était parmi elles. Je crois que c'est là que j'ai vu Didi en fait la première fois, qui nous disait d'entrer et de monter dans les étages le plus vite possible, le plus haut possible. Il prend le leadership complètement. C'est pas compliqué parce qu'on est tous complètement abasourdis, terrorisés, certains sont blessés, il y a du sang partout. Et lui qui est là avec un talkie-walkie, avec une voix assurée, calme, efficace. Il allait d'un étage à l'autre, il montait, il descendait, il nous demandait qui étaient les blessés, ce qu'ils avaient, si on avait besoin d'eau, de couverture. J'estime lui devoir ma vie.
clairement. Je pense que tous les gens qui sont sortis par ces issues lui doivent leur vie. Les attaques ont duré 33 minutes. Ce sont maintenant les forces de l'ordre qui passent à l'action. Il est minuit 20 au Bataclan, l'assaut des troupes d'élite. Ce passant est situé juste devant l'entrée de la salle de concert. On aperçoit 2 policiers aux aguets. Des détonations. Les terroristes se font exploser. Le 3e est tué par les forces de l'ordre. La France vient de vivre la série d'attentats la plus meurtrière de son histoire.